Bien, alors bonjour à tous, on est très heureux de pouvoir converser un petit peu avec Loïc Henry donc au sujet de son œuvre, de ce qu'il a, de ce qu'il nous prépare par la suite et donc de ce qui est dans les tuyaux actuellement. Bonjour. Bonjour. Alors merci à vous de bien vouloir répondre à quelques questions donc, pour ActuSF à l'occasion de ces Utopiales 2016. Alors avant d'en venir un petit peu plus au vif du sujet, c'est la première fois que vous venez aux Utopiales? Alors j'étais déjà venu en tant que festivalier, mais j'ose même pas mentionner l'année parce que c'est vraiment très lointain. Et j'étais venu ensuite pour la sortie de l'OAR. Alors ça date d'il y a un petit moment, 4 ou 5 ans. Mhm. Et je suis pas revenu depuis. Donc c'est vrai que j'ai l'impression que ça grossit d'année en année parce qu'il y a de plus en plus de salles, de plus en plus de gens. Donc je suis ravi de revenir. Alors donc pour les lecteurs qui n'auraient pas eu l'occasion éventuellement de lire Loar, entre autres, est-ce que vous pouvez vous présenter un peu, revenir sur votre parcours? Oui, alors bon, moi j'écris dans le domaine de l'imaginaire au sens large. Euh, alors j'ai écrit pour l'instant un roman, c'est Loar, qui a été publié en 2011 aux Mhm. éditions Griffe d'encre et qui a été ensuite republié en poche chez Folio SF donc en 2013. Et puis j'écris également des nouvelles, alors en français et aussi en anglais. En français, j'ai collaboré avec on va dire une dizaine de maisons d'édition, alors Mhm. certaines qui malheureusement n'existent plus comme Oxymore et puis d'autres qui existent encore. Et puis en anglais, j'ai publié en Australie avec une revue qui s'appelle Andromeda Spaceways, qui est la revue un petit peu de référence en Australie. Parce que j'essaie également d'écrire en anglais. Alors ça me prend un peu plus Mhm. de temps, là je ne l'ai pas fait depuis un moment, mais voilà. Donc en gros, c'est ce schéma, un schéma nouvelle, un schéma roman, et puis j'ai intercalé à un moment donné une novella dans le même monde que Loire, toujours aux éditions Griffe d'encre, Mhm. qui s'appelle Héros sous Thanatos. Et malheureusement, Griffe d'encre a fermé ses portes il y a peu, et donc là, mon nouveau roman sort aux éditions Scrinéo, qui lance Mhm. une nouvelle collection de science-fiction, plus axée sur le space opéra, qui est dirigée par Stéphanie Nico. Donc voilà, ça a démarré il y a peu, je suis ravi de travailler avec eux, tout le monde a envie, aussi bien l'éditeur que la directrice de collection, que moi, donc on verra vers quel rivage vogue le bateau Scrinéo Space Opera. Donc Scrino est plutôt connu pour des œuvres jeunesse à la base. Alors est-ce que votre roman se situe dans un cadre jeunesse ou est-ce que cette collection-là va être plus adulte en fait Ouais, c'est une bonne question, parce que c'est une question qu'on m'a posée à plusieurs reprises. Alors Scrinéo est connu pour la jeunesse, parce qu'ils ont fait effectivement Mhm. beaucoup d'ouvrages de référence en jeunesse, ils ont eu beaucoup de prix en jeunesse. Alors ils font déjà des choses qui ne sont pas axées jeunesse, qui ont peut-être un petit peu moins d'écho, mais bon, ils font déjà des choses qui ne sont pas en jeunesse. En l'occurrence, cette nouvelle collection, elle n'est pas jeunesse, c'est une collection adulte. Alors ça ne veut pas dire que si on a en dessous de 18 ans, on est complètement interdit de lecture, mais c'est une collection adulte. Et en l'occurrence, Les Océans Stellaires, c'est un roman qui est un roman résolument adulte. C'est-à-dire que aussi bien sur les sujets que sur le déroulé de l'histoire, que sur la construction, que sur les thèmes abordés, c'est pas un roman axé jeunesse ou young adult. Maintenant, on peut très bien imaginer un bon lecteur de 14-15 ans qui lise un roman adulte, mais en tout cas euh, la cible, si cible il y a, la cible Mhm. native est adulte. Il n'y a pas de cible spécifique. Voilà, c'est pour les Non. plus jeunes ou Ouais, après. c'est du space opéra. Après, la cible, c'est ceux qui aiment le space opéra. Exactement. Donc du coup, on vous retrouve dans le space opéra parce que le Loir c'était quand même un peu. Enfin, on reste dans l'espace, dans Oui, oui, tout à fait. la grande aventure. C'est ça. C'est du space opéra au sens. Ouais, c'est un peu enfin, difficile à définir complètement, mais le space opéra, pour moi, c'est un peu de l'aventure dans l'avenir, quoi. Donc, c'est à la fois quelque chose qui est un roman d'aventure, avec, alors Stéphanie Nico, si elle était là, dirait quelque chose de chaud. Donc, c'est Mhm. vrai que c'est pas une description froide, c'est pas de la hard science. On essaie évidemment d'avoir une certaine cohérence dans le récit, le monde ou les mondes qui sont créés. Et c'est un roman d'aventure, et avec en général des thèmes assez forts qui sont développés. Là, je parle du space opéra en général, hein, je ne parle Mhm. pas de mon roman. Et donc la logique, c'est roman d'aventure, une littérature où il se passe des choses, où il y a des rebondissements, et puis une littérature aussi qui développe des thèmes contemporains, mais par le prisme de la vision un petit peu future. J'ai l'impression que le space opéra revient un peu
en odeur de sainteté, je ne sais pas si on peut dire comme ça, mais en France, là, actuellement, notamment chez les auteurs français, puisqu'on a eu François Baranger avec Dominique Mundi, on a eu Latium sur certains aspects peut-être. Enfin, là, donc, Océan Stellaire, il y a une espèce il y a un petit retour ou Disons qu'il y a un petit, moi j'appellerais ça un petit rebond, parce que entre guillemets, quand on écoutait on va dire la majorité des professionnels du livre parler de la science-fiction en général, c'était bon, la fantasy, le fantastique, la science-fiction, puis à l'intérieur de la science-fiction, il y avait le space opéra. Donc bon, l'avantage, c'est qu'en termes de perception, on ne pouvait pas tellement tomber plus bas, ce qui est quand même intéressant. Et je pense qu'il y a un public en fait derrière ça, puisqu'il y a un public de gens qui ont aimé par le passé du space opéra, qui ont arrêté d'en lire, et puis aussi un public de jeunes. Les jeunes lisent énormément de littérature de l'imaginaire. Alors, on a beaucoup parlé de la bitlit, mais pas uniquement. Il y a de la dystopie, il y a aussi du space opéra. Donc je pense qu'il y a une prise de conscience de la part d'un certain nombre d'intervenants au sens large, libraires, éditeurs, directeurs de collection, auteurs, alors, tout le monde n'a pas envie de lire du space opéra, tout le monde n'a pas envie de publier du space opéra, mais en tout cas, il y a une demande. Il y a une demande pour le space opéra. Moi, j'avoue que je ne me suis jamais tellement posé la question de la demande. En fait, quand j'ai écrit Le Har, on m'a toujours dit « Ah là là, du space opéra, un auteur français, n'importe quoi ». Bon, c'est vrai que c'est pas très encourageant au départ. Maintenant, je pense qu'il y a encore une fois une demande, alors aussi bien d'auteurs étrangers qui sont traduits et qui sont excellents, ou d'auteurs français. Moi, j'ai tendance à écrire ce qui m'intéresse, ce que j'ai envie d'écrire. Et puis après, je touche du bois pour espérer que ça puisse toucher un certain nombre de lecteurs. Effectivement, d'autant plus qu'en France, il y a tout de même une certaine tradition, entre guillemets, d'auteurs pour la jeunesse qui ont écrit de la science-fiction. Je pense à Christian Grenier, je pense à d'autres auteurs de ce style. Et au final, donc peut-être que les lecteurs aussi ont grandi, de ces époques-là ont grandi, ont donné ce goût-là. Et c'est vrai que moi, je ne suis pas trop de cette génération. Je suis d'une génération encore plus ancienne, mais c'était... j'ai en souvenir Philippe Ebli qui avait écrit... à l'époque, c'était la bibliothèque verte, les conquérants de l'impossible. Enfin, on a peut-être tout ça au fond d'une bibliothèque. Et c'est vrai que je suis passé directement de Philippe Ebli à Asimov, Herbert. J'ai pas eu d'entre-deux. Et ce que je trouve intéressant dans le paysage littéraire actuel, c'est que justement, il y a beaucoup d'entre-deux. Alors, pas forcément en space opéra, mais en tout cas en littérature de l'imaginaire. C'est-à-dire qu'on peut passer de livres qu'on lit quand on a 10-11 ans, sans avoir, entre guillemets, un peu cette crevasse, et être en adulte avec une littérature qui est parfois un peu complexe quand on a 13-14. Là, il y a énormément de choses qui sont faites en jeunesse, c'est des choses il y a tout, mais il y a des choses vraiment de qualité, des bons auteurs qui publient parfois que en jeunesse, et qui publient parfois en jeunesse et en adulte, et ça permet justement d'avoir une espèce de continuité dans ce qu'un enfant, puis un jeune, puis un adulte peut lire, donc il n'y ait pas peut-être de décrochement, et qu'il n'y ait pas non plus cette perception qu'on a parfois dans les littératures traditionnelles que la science-fiction ou les littératures de l'imaginaire soient une sous-littérature, entre guillemets, puisque justement on a un certain nombre de jeunes qui ont lu des bons livres, au sens style du terme, au cours de leurs années, on va dire fin de collège, début de lycée. Et donc au niveau des océans stellaires, un peu plus précisément, vous vous situez comment par rapport à ce qui a pu se faire, dans quel cadre finalement vous vous situez un peu? C'est du space opéra au sens de celui qu'on vient de décrire. Alors juste pour clarifier, c'est pas du tout dans le même monde que Le Har, donc il n'y a absolument aucun lien entre Le Har et les océans stellaires. Et c'est un livre qui a un début et une fin. C'est-à-dire que c'est pas le premier tome d'une série. Parce qu'à titre personnel, je préfère écrire des livres qui commencent et qui se terminent. Après, chacun son choix. C'est pas du tout exclu après qu'il y ait d'autres livres dans le même monde, mais en tout cas celui-ci se termine. Donc c'est un livre qui est complètement, encore une fois, dans une logique space opéra. L'idée, c'est que, si je vous décris un petit peu le monde sans aller trop loin, c'est qu'en fait on a un monde qui est composé de trois grandes puissances, la Fédération, l'Empire et la Ligue, plus des puissances un petit peu annexes, un peu plus indépendantes, et qui en général sont pas forcément en conflit, mais ils sont en relation parfois tendues, parfois conflictuelles sur une ou deux planètes.
Ils sont tous les trois à peu près d'un même niveau technologique, puissance, donc ils se regardent un peu en chien de faïence. Et parallèlement à ça, la méthode pour voyager dans cet univers, c'est via un certain nombre de seuils. Et la particularité des océans stellaires, d'où le nom d'ailleurs, c'est que ces seuils ne se trouvent pas, sont pas des trous de verre qu'on trouve au milieu de l'espace, ne sont pas des passages secrets ou des nœuds comme dans le Loire qu'on trouve dans l'espace, mais ce sont des seuils qui se trouvent dans les abysses des océans. Et donc on les franchit et on retombe dans les abysses d'un autre océan, d'une autre planète. Donc ça veut dire que la recherche de nouveaux mondes, elle ne se fait pas via l'espace, mais via les abysses, via les océans. Et que la difficulté pour ces puissances, c'est justement de trouver de nouveaux seuils, parce que qui dit nouveau seuil dit nouvelle planète, donc ça ouvre une perspective de nouvelles richesses, de nouveaux territoires, et qu'en fait, ils se sont aperçus que chercher ces planètes, c'était compliqué avec des méthodes très carrées, très planifiées, et qu'il y a un certain nombre de mercenaires, qu'on appelle les explorateurs, dont le métier d'essayer de cartographier ces océans, parfois qui vivent sur des planètes qui viennent d'être découvertes il y a quelques années, et éventuellement de découvrir d'autres seuils, et ainsi de suite. Et donc ces mercenaires vendent ces seuils ensuite, si c'est une planète de la Ligue, on revend la nouvelle planète qui est découverte ainsi à la Ligue, à l'Empire, à la Fédération, et ainsi de suite, de manière à ce que ce monde grossisse de plus en plus grâce à ces mercenaires. Et les deux personnages principaux de ce roman, c'est premièrement une jeune exploratrice, qui vient de découvrir un seuil, qui a 22-23 ans, mais qui a découvert en tout 2 ou 3 seuils en relativement peu de temps, donc ça attire quand même une certaine curiosité, puisqu'elle explore en solo, ce qui est pas forcément... Ça existe, mais c'est pas forcément très courant. Et le deuxième personnage, c'est une psychoéthologue, alors c'est un mélange de psychologue et d'éthologue, l'éthologue étant l'étude des animaux dans leur environnement naturel. La logique étant que l'homme a une part d'animal et que pour bien comprendre l'homme, il faut aussi bien comprendre le comportement des animaux. Donc une psychoéthologue de la Fédération. Donc il y a ces deux histoires qui se passent en parallèle. Et puis après il y a une troisième, alors sans tout dévoiler, il y a un troisième personnage qui intervient. Et puis après se croisent 3 types d'histoires. Alors l'histoire un peu personnelle de ces personnages qui peuvent pour certains d'entre eux être liés. Une histoire d'une découverte d'un nouveau seuil qui ouvre des perspectives jusqu'alors non concevables. Et puis après, une histoire qui est plus sur l'histoire de l'homme, sur justement son développement passé, de comment il est arrivé à ce développement de seuil. Donc ces 3 histoires se mêlent un petit peu avec une façon un peu puzzle de chapitres qui passent d'un endroit et d'un personnage à un autre. Donc tout cela a l'air fascinant. Et donc ça change complètement de... vous avez vraiment pris, c'est du space opéra malgré tout, par l'ampleur finalement de l'univers. Mais c'est un peu du planète opéra en quelque sorte aussi, ou on reste quand même vraiment dans le voyage. Alors ça dépend de ce qu'on appelle planète opéra, parce que je crois qu'il y a une définition qui est différente suivant les gens. Il y a certaines personnes qui définissent le planète opéra comme étant en fait un space opéra qui se passe sur une seule planète, donc là c'est pas le cas. Et après, il y a d'autres personnes qui définissent le planète opéra comme étant une action qui se passe que sur la planète. Alors, il y a une personne qui m'a fait une remarque, je pense qu'elle a trouvé la bonne formulation. Elle dit en fait c'est un space opéra sans espace, parce qu'en fait les voyages se font à l'intérieur. Il y a quand même l'exploration spatiale, mais qui est relativement limitée, comme elle peut être limitée pour nous dans la réalité qu'on peut connaître. Mais c'est un vrai space opéra parce qu'il y a un nombre incalculable de mondes. Il y a des puissances qui sont antagonistes et qui sont placées à différents endroits de la galaxie, qui se croisent. Et puis en plus, en vérité, il y a cet événement, ce nouveau seuil qui est découvert, qui ouvre encore des perspectives beaucoup plus larges. Donc c'est vraiment du space opéra. Qui reste très intéressant dans le sens où finalement on explore beaucoup l'espace, mais assez peu les fonds sous-marins qui sont pourtant d'une richesse inouïe. Oui, tout à fait. Disons que il y a une phrase, je ne sais plus qui l'avait prononcée, mais il y a plusieurs variations qui disaient qu'on connaît mieux la Lune que les abysses. Et il y a eu plusieurs déclics qui ont fait que ça m'a intéressé comme concept. Le premier, c'est un livre sur les créatures des abysses, justement. On voit des créatures incroyables, c'est-à-dire qu'on les inventerait, on nous dirait non mais un petit peu de cohérence, c'est pas possible d'avoir des créatures comme ça dans une nouvelle planète. Et en fait, elles existent sur notre planète avec des couleurs incroyables, des formes
complètement fantasmagorique. Donc il y a cet élément-là qui m'a un peu titillé. En plus, bon, c'est vrai que j'ai une affinité un peu particulière avec la mer, j'ai grandi à côté. Je suis plongeur également. C'est vrai que c'est un milieu dans lequel je me sens extrêmement à l'aise. Et c'est vrai que quand on est en plongée, enfin, que ce soit dans des mers chaudes ou des mers froides, on voit des choses, on a l'impression de se dire au-dessus, on rate plein de choses. Il y a énormément, il y a tout un monde qui est peut-être même plus vaste et qui est juste en dessous de ce niveau-là, et si on ne met pas la tête dans l'eau à un moment donné, on rate tout ça, quoi. Et je pense que ça m'a donné l'idée de me dire, oui, il y a quand même matière à raconter quelque chose. Et donc pour Océan Stellaire, est-ce que c'est un univers qui voit se développer davantage, ou le roman se suffit à lui-même? Alors le roman se suffit à lui-même, il y a un début, il y a une fin, comme je disais tout à l'heure. Maintenant, c'est tout à fait possible d'imaginer une autre histoire qui se passe dans le même univers, soit à la suite des océans stellaires, soit en parallèle des océans stellaires, c'est-à-dire qui se passe au même moment mais une autre histoire dans le même univers, soit pourquoi pas avant, mais je pense que ce serait plutôt à côté ou ensuite. Plutôt ensuite là dans ce que j'ai à l'esprit, mais pour l'instant c'est extrêmement embryonnaire. C'est vrai qu'on en a discuté un petit peu avec les personnes de Scrineo, Stéphanie Nico, ainsi de suite. Mais oui, on pourrait imaginer exploiter un peu plus en avance ce monde. Et donc pour ce qui est des projets à venir, est-ce qu'il y a des choses dans disons qu'il y a plusieurs... là c'est vrai que bon, j'étais un peu concentré sur les océans stellaires. Il y a plusieurs projets en fait. Alors je pense qu'il y en a certains qui ne verront pas le jour. Alors moi c'est vrai que ça m'intéresse de développer. Le premier projet c'est un peu le sens de votre question précédente, c'est-à-dire écrire une autre histoire à l'intérieur des océans stellaires, ce qui me permettrait de peut-être de dévoiler encore plus. Parce qu'en fait, avant d'écrire, moi j'ai une création de monde qui est faite, comme certains auteurs procèdent de cette façon-là. Donc le monde est à mes yeux assez complet en fait, et c'est-à-dire qu'il est plus complet que ce que j'ai pu décrire. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont pour moi claires dans ce monde-là, mais qui ne sont pas forcément décrites dans les océans stellaires parce qu'elles ne servent pas à grand-chose et elles ne servent pas à l'histoire. Donc je pourrais exploiter ça. Je pourrais continuer aussi à développer des thèmes qui me sont assez chers, qu'on retrouve dans les océans stellaires, comme la génétique qui était déjà présent dans le Loire, on le retrouve dans les océans stellaires, comme d'autres thèmes sur la guerre, sur un peu aussi que recherche l'homme, en tant que, et là je fais une grosse différence, en tant qu'individu ou en tant que groupe. C'est-à-dire que si on demande à quelqu'un qu'est-ce que tu recherches dans la vie, bon, les gens déjà ils risquent d'avoir un temps d'arrêt parce que c'est pas une question habituelle, mais souvent on va finir par avoir une réponse du style peut-être le bonheur, tout simplement. Et en fait on se rend compte que la façon d'agir d'un groupe, c'est pas du tout axé vers le bonheur de ses membres. Enfin, quand j'ai un groupe, c'est une nation, c'est un peuple, c'est une planète, ce genre de choses. Donc quelque part, il y a une certaine contradiction. Pourquoi? Alors est-ce que c'est parce que c'est des vilains pas beaux qui sont chefs du groupe, ou est-ce que c'est parce que intrinsèquement l'homme est en quête de quelque chose, alors de noble peut-être, ou justement pas si noble que ça, et qui fait que oui, les directions qui sont prises font que il y a quand même beaucoup de malheurs dans l'histoire humaine passée, et a priori il n'y a pas de raison fondamentale pour que ça change dans l'avenir pour l'instant. Il n'y a pas d'élément changeant qui nous permettrait de dire ok, là dans le passé ils ont quand même fait n'importe quoi, ils étaient en guerre tout le temps, il y a de la torture, machin, mais là en fait à l'instant T0 on s'est rendu compte de quelque chose et puis maintenant tout va changer. Ça, ce moment-là il n'est pas arrivé. Je ne souhaite qu'une chose, c'est qu'il arrive, mais pour l'instant on n'y est pas, quoi. Donc la question c'est est-ce que le comportement humain finalement est un peu gravé dans nos gènes, ou est-ce que finalement c'est plus culturel? Mais si c'est culturel, pourquoi est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve finalement dans beaucoup de civilisations, notamment je pense au conflit, à la guerre, ainsi de suite. Donc je me suis un peu éloigné, mais pour répondre à votre question, donc il y a ce projet-là qui pourrait avoir de l'intérêt. J'ai également un projet qui, pour le coup, n'a rien à voir avec de la science-fiction. C'est un livre, mais plutôt de typologie thriller,
Et puis après, j'ai des projets, mais c'est un peu tôt pour en parler, qui ne sont pas vraiment directement liés à la littérature, qui sont liés aussi au fait de raconter des histoires, mais peut-être d'une manière un peu différente. Mais là, c'est pas encore très clair, même pour moi. Donc, je pense que ce sera intéressant la prochaine fois qu'on se verra. Très bien, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces réponses, et puis au plaisir de vous retrouver dans vos prochains ouvrages et autres projets. Avec grand plaisir, merci beaucoup. Merci.